Bien, chers amis, bonjour. Le mois de novembre, dans lequel nous sommes actuellement, est traditionnellement consacré aux fidèles défunts. On l'appelle communément le mois des morts. Alors, à l'émission Son de cloche, j'ai voulu aborder ce sujet qui est un sujet universel, international, et qui vient depuis le début de l'humanité, la question de la mort, sa réalité et son mystère. Et dans notre région, qui de mieux que le personnel de la Maison Thériault, qui dessert plusieurs paroisses desservies par CTRB et CTB, pour nous parler de cette réalité qu'ils côtoient, je dirais, quotidiennement ou régulièrement. Alors, la plupart de vous les connaissez déjà, je vous les présente pour les besoins de la cause. Alors, d'abord, Mme Francine Thériault. Bonjour, Bienvenue Claude. à Son de cloche. Bienvenue chez nous. Louis, son époux, Louis Lamontagne. Bonjour, Claude. Bienvenue, Louis. Louis Simon, Bonjour. le fils, Oui. et sa conjointe, Maryse, qui vient de se joindre à l'équipe depuis quelque temps déjà. Alors, chacun va nous dire un petit peu sa partie. Au cours de l'émission, on parlera de l'accueil des familles. C'est la première étape. Hein. Et à ce moment-là, celle qui accueille depuis longtemps, Oui. c'est Francine, C'est et qui a de la relève maintenant avec Maryse. Et ensuite, on parlera comme tel de l'aspect thanatopraxie. On analysera le mot un peu plus tard, mais c'est la question de l'embaumement, en d'autres mots. Et c'est Louis et Louis Simon qui sont des thanatologues, on parlera de ça aussi. Et on ira au laboratoire parler de cette question-là aussi. On a de plus en plus le crématorium. Alors, on verra qu'est-ce que c'est que le four crématoire aussi. On parlera de l'incinération. Et je pense bien que ça pourra compléter notre première émission. Mais le sujet est tellement grand qu'on parlera d'autres aspects, hein, en progressant dans le rituel. On ira vers le rituel qui a toujours existé. Et ici, on connaît le rituel des services à l'Église, maintenant des célébrations de la parole, et même d'autres types maintenant de rites aussi. Et on terminera par une question fondamentale, la mort réalité, mais aussi la mort mystère. Alors, ça me fait plaisir de vous accueillir à l'émission, puis on se retrouve dans chacun de nos domaines. Merci, Claude. Merci, Claude. Merci. Alors, Francine, on poursuit l'émission. Oui. En général, je pense que c'est toi qui as la mission d'accueillir les familles qui viennent de vivre un décès, qui ont leur chagrin, mais qui se présentent au salon. Oui, effectivement. Et c'est toi qui as cette mission-là. Comment ça se passe? Ben, disons, c'est sûr que ça fait plusieurs années que c'est mon travail particulier, en plus de la gestion, l'accueil aux familles. C'est chaque décès étant une personne humaine unique, mais chaque situation, elle est aussi unique. Fait qu'à ce moment-là, on ne peut pas avoir, comment je te dirais, de patron fait, dire 1, 2, 3, 4, c'est pas comme ça. C'est vraiment de l'intimité. Puis il faut voir avec chacune des familles qui est unique. Une famille, une rencontre est des fois tout à fait différent d'une autre famille qu'on peut rencontrer dans la même journée. Puis j'imagine que ça dépend des situations dans lesquelles la personne meurt. Si la personne meurt à 90 ans au bout de sa vie ou très âgée, meurt d'un suicide, c'est un jeune, si c'est un homme dans la moyenne de l'âge, c'est un époux, une mère, hein, ça doit être très différent. C'est tout à fait différent, effectivement, comme je viens juste de te dire, c'est que le fait que chaque personne étant unique, chaque situation l'est aussi. Il est évident que si la personne décède à un âge très, très avancé, ça fait partie de la nature de la vie. On est tous conscients, même si personne est d'accord avec ça, la vie a un début, elle a une fin. Nous, on s'occupe de la fin. On veut qu'elle survienne le plus tard possible en année. Mais ce n'est pas nécessairement ce qui arrive à tous. Les enfants, des fois, décèdent avant les parents. Les parents devraient survivre aux enfants. Oui. Et puis maintenant, toi, Marie, c'était nouvelle dans le décor. Hein? Tu commences à accueillir des familles? Non. Ben en fait, c'est sûr que ça fait quand même 13 ans que c'est mon travail. Ah oui? Oui, oui. Donc, c'est sûr que j'ai quand même une bonne base en partant. Puis, c'est sûr qu'à ce moment-là, ben c'est comme Francine dit, mais
dépendamment des familles, puis dépendamment aussi de la relation qu'ils ont aussi avec la mort en tant que telle. Souvent, ben, notre rencontre n'est pas du tout axée de la même façon. Puis, il y a des fois aussi où il y a les questions que les gens ont qui vont faire en sorte que c'est ça qui va donner le ton à la rencontre. Il y a des fois, les gens veulent expédier ça, donc ça va être assez rapidement. Puis, il y a des fois où les gens ont besoin d'être rassurés, qui ont des questions. Des fois, on va dévier sur d'autres sujets. Puis, à un moment donné, on essaie de ramener là, au point central. C'est un exemple de question, justement. Ben, c'est sûr que, bon, des fois, il y a la question de coût. Il y a les Oui. questions de qu'est-ce qui va arriver, exemple, quand on vient pour le décès mettons, de notre mère, puis que notre père reste, bien, bon, les questions qui viennent, bon, qu'est-ce qui va arriver avec par la suite, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire, surtout bon, au niveau du gouvernement. Mais il y a aussi tout l'aspect de, bon, comment mon père va vivre ça. Avez-vous des idées? Ou souvent avec les enfants aussi, ils vont nous demander, bon, est-ce qu'on inclut les enfants dans le processus ou pas? Parce que c'est un processus, dans le fond, le deuil en tant que tel. Il y a plusieurs étapes. On est le début, mais on est là par la suite aussi. C'est ça. Puis donc, tu accueilles des familles avec ces sentiments-là, hein, Oui. diversifiés, selon les personnes, selon les situations aussi. Puis, de ta part, qu'est-ce que ça demande comme attitude? Une Parce que attitude ça- de calme, parce que en fin de compte, on est les premiers, entre guillemets, intervenants auprès d'une situation, d'un deuil. Dans une vie d'une personne, le deuil d'un proche, c'est un moment charnière d'une vie. Que ce soit le deuil du conjoint ou du père ou de la mère, ou en fin de compte, souvent, les gens nous disent « Dites-nous quoi faire, c'est la première fois qu'on vit ça. » Fait qu'on est aussi pour préparer toutes les célébrations, quelles qu'elles soient, mais en même temps, les rassurer, comme dit Maryse, les orienter et les informer aussi. Parce qu'on a la partie professionnelle vraiment thanatologique, mais en même temps, on les informe de au niveau ministériel, les enregistrements de décès, auprès de l'État civil, c'est des lois. Il faut, nous, être très formés pour pouvoir donner l'information juste auprès des familles, parce qu'on entend plein de choses, mais on essaie de remettre à l'ordre. Mais pour ça, nous, il faut qu'on soit formés. Fait qu'il y a la partie, naturellement, émotive, qu'on pourra parler, mais il y a la partie paperasse, administration, et en même temps, bien, on fait les communications avec le clergé, avec les cimetières. Fait que la rencontre, elle est quand même primordiale, parce que quand les gens nous quittent, on doit avoir passé au travers de toutes leurs questions et de leur avoir répondu de façon satisfaisante pour qu'ils aient compris. Fait qu'on, comme disait Maryse, on peut dévier des fois sur le sujet parce que, oui, ça nous amène à parler de telle chose, mais en même temps, on a besoin d'avoir tout notre temps. Une rencontre dure facilement 2 heures. 2 heures. Puis dans l'attitude, j'imagine qu'il y a la compassion. Oui, effectivement. Une valeur de base. Vous Vous travaillez avec ça. On travaille avec ça, mais c'est plus qu'un travail. Si ce que nous faisons, ce n'était qu'un travail, on ne serait pas là pour le faire. Il faut vraiment être passionné. Ça a l'air drôle à dire, mais être passionné de l'approche auprès des familles, d'une situation d'aide aussi. Parce que si on n'a pas la compréhension, on ne peut pas vivre leur deuil, mais il faut quand même comprendre qu'est-ce qu'eux vivent, quelle situation qu'ils vivent. Et on est tous conscients que venir nous rencontrer dans des moments qui sont tragiques, toutes les situations sont tragiques, des fois plus que d'autres, ça ne tente pas aux familles. C'est pas agréable pour eux de venir nous rencontrer, et on en est conscient aussi. Parce que s'ils viennent nous rencontrer, c'est parce qu'il y a eu un décès, il y a eu un deuil, puis ça vient d'arriver, là, c'est ce matin, c'est hier, là, ça fait pas des années, des mois, là. Et fait que c'est très, très rapide, là. Fait qu'il faut vraiment qu'on prenne, des fois c'est la nuit, le matin, fait qu'on peut pas non plus attendre 3 jours. Fait qu'il faut vraiment être Et toi, Francine, on voit à l'arrière de toi ton père et ta mère, Oui. hein, qui t'ont précédé là-dedans. Oui, tout à fait. Moi, je suis la 3e génération. C'est ça. Oui, c'est Alors, ça. est-ce qu'il y a quelque chose de ton père et de ta mère qui te servent aujourd'hui? Hein? Parce que tu été élevé là-dedans. Oui, dans le fond, mais toi. je Alors, suis y a-tu fière pour ça. C'est ça. T'as-tu hérité au sens moral du Oui, terme? tout à fait, parce que sensible du terme de tes parents qui sont en arrière tout ce de que toi? nous savons aujourd'hui, on a la formation, c'est une chose, mais en même temps, on a chacun toutes nos
nos antécédents familiaux, dans le fond. Et puis, c'est sûr que les plus beaux exemples que j'ai eus, c'est mon père et ma mère, parce qu'ils ont donné leur vie pour le deuil des familles. Fait que c'est comme ça qu'on voit ça. Ça aurait pu arriver que ça soit pas ma profession, mais depuis que je suis toute petite, pour moi, c'est important. Parce que toi, ta mère, son père était déjà dans le domaine. Et ton père a vécu ça combien d'années, dans la maison funéraire? Des années 1957 jusqu'à son décêt en 2009. C'est beaucoup d'années, ça. C'est beaucoup d'années. Effectivement, ma mère, elle n'a jamais connu rien d'autre. Voilà. Maintenant, on va porter peut-être vers la prochaine étape. Quand vous rencontrez les familles, c'est sûr que maintenant, il y a au moins deux choix. Hein. Il y a deux choix. Soit la version traditionnelle, hein, de l'embaumement avec cercueil, ou il y a la question de l'incinération. Hein. Vous offrez les deux. Tout à fait. Bon. Alors, si tu veux, on va aller maintenant au laboratoire, parler de la question plus de ce qu'on appelle aujourd'hui la thanatologie ou la thanatopraxie, c'est ce que j'allais dire. Oui, aussi. Exactement. Bon. Et puis, on ira aussi du côté de la crémation pour voir pourquoi les gens choisissent l'un ou l'autre, les effets que ça a aussi hein, sur les familles, l'un ou l'autre. Bien. Alors, on se retrouve, et cette fois, on retrouvera Louis-Simon et son père Louis, qui, en passant, ton époux et ton fils, et ton conjoint, pour Louis-Simon. Alors, on va se retrouver dans ces locaux-là pour poursuivre notre émission. Alors, merci à tous les deux. Et on se retrouve dans un autre aspect de cette même réalité, la mort, réalité et mystère. Alors, bien chers amis, on continue. Et nous sommes dans la salle de thanatopraxie. Et nous sommes avec Louis Lamontagne, que plusieurs reconnaissent hein, dans la région de la Naudière. Alors, Louis, merci premièrement de nous permettre de pénétrer dans ce local. Hein, bonjour, Claude. Ce local qui est assez mystérieux pour nous tous. Hein. Mm-hmm. Et si tu nous parlais au début, on t'appelle thanatologue. Tout à fait. Et la salle de thanatopraxie. Alors, d'où ça vient, ces mots-là? Ben, en fait, comme la plupart des déclinaisons des mots français, ça vient un peu du grec, c'est-à-dire de Thanatos, qui était le dieu de la mort, et praxie, pratique. Voilà. Logie, étude. Pratique, étude, voilà. C'est ça. Thanatopraxie, thanatologue. C'est ça. Et voilà. Merci beaucoup, Louis. Et puis, ici, disons, ma première question qui m'habite depuis très longtemps, c'est quand on a tous à fréquenter la mort un jour ou l'autre, hein, et, dans notre vie, à une occasion ou des occasions. Et puis, plusieurs, en tout cas, plus on prend de l'âge, on voit des gens qui sont morts, ou des gens mourir, ou des gens en agonie. Et c'est sûr que mourir, comme on dit, on ne meurt pas en santé en général. Hein, le corps faillit, voilà. Et le corps se défraîchit, en tout cas, diminue, soit par la maladie ou d'autres facteurs. Et puis, par ailleurs, quand on se rend dans un salon funéraire, hein, et quand le corps est embaumé, évidemment, parfois on a peur de revoir la personne. Hein. Puis, par ailleurs, quand on la voit, la plupart du temps, c'est une consolation. Et voilà. Parce que la personne qui a été défigurée par la maladie, la voilà rembellie. Hein? Qui repose. On sent que c'est de l'artificiel, c'est la même personne. Mais au niveau sentiment du cœur, on sent qu'il s'est passé quelque chose. Et quelque chose qui nous permet d'espérer encore plus. Puis d'amoindrir notre peine. Hein? C'est un peu votre mission, je pense. C'est un peu le rôle du thanatopracteur, c'est-à-dire, quand le défunt arrive ici, dans notre laboratoire, il est évident qu'il n'est pas, que quand il va être présenté dans le salon funéraire, ce ne sera pas pareil. Il a été amoindri par la maladie. Souvent, tu disais peut-être tantôt défiguré, mais la plupart des défunts qui vont décéder à l'hôpital après une longue maladie, c'est plutôt de l'amaigrissement, c'est plutôt des changements dus aux diverses maladies. Alors, les familles qui ont accompagné ces défunts-là à l'hôpital les ont vus diminuer, les ont vus maigrir lentement. Ils ont vu le changement se faire progressivement
progressivement. Assez souvent, pour eux, à la fin de tout, là, ceux qui ont été vraiment proches du défunt et qui l'ont vu dépérir comme ça, ils ont vu le changement. C'est encore leur mère ou leur père à l'hôpital. Ouais, c'est ça. Mais nous, notre rôle ici, dans le laboratoire, c'est vraiment de lui redonner l'aspect qu'il avait avant d'être malade. C'est ça. Alors, souvent, ceux qui ont été près du défunt durant toute sa maladie, c'est eux qui vont rester le plus surpris de voir l'apparence du défunt parce qu'ils disent « Bien, voyons, tu nous l'as ramené comme il y a 2 ans, comme il y a 3 ans, comme il y a 4 ans. Ouais. » Monsieur tout le monde qui n'a pas vu la personne à l'hôpital puis qui arrive au salon, puis vient faire une petite visite parce que c'est son voisin, ah, ben c'est bien Joe, ça, on le reconnaît bien, il n'a pas changé. Il n'a pas changé pour vous, parce que vous ne l'avez pas vu dans sa maladie. Mais pour qui ça fait le plus de bien de voir un défunt embaumé, c'est les proches, c'est la famille, qui l'ont vu, les petits-enfants aussi, des fois, qui l'ont vu sur son lit d'hôpital. Par contre, il y a d'autres façons de faire. Il y a des gens qui vont dire « Ah, il avait demandé de ne pas être exposé » ou « il avait de... » On a développé des nouvelles choses, on a développé des nouvelles façons de faire, c'est-à-dire des soins minimums. Soins minimums, c'est un procédé qui ressemble un petit peu à ce que nos cousins français font actuellement en Europe, là, chez qui il n'y a à peu près pas d'embaumement. Les soins minimums, c'est qu'on va laver le défunt, on va le raser, on va l'habiller, on va lui mettre des beaux habits, on va créer des illusions au maquillage, puis on va lui donner une impression de sérénité. À ce moment-là, c'est sûr qu'il ne sera pas exposé parce qu'il n'est pas embaumé, les lois ne nous le permettent pas. Par contre, on peut accueillir une petite partie de la famille, les gens les plus importants, puis ceux qui ont besoin de faire leur deuil. Les soins minimums, évidemment, la personne est coiffée. Si c'est une dame, la coiffeuse va venir. Il n'y a juste pas de pratique d'incision, quoi que ce soit, ou d'embaumement ou d'injection de produits. On fait une toilette, ce qu'autrefois on appelait une toilette du défunt. Oui. Alors, ça se fait encore assez couramment. Comme je te dis, qu'on ne peut pas accueillir des gens dans un salon funéraire parce que la personne n'est pas embaumée. On accueille ces gens-là dans un local à cet effet. Puis, ils peuvent être 7-8 personnes. On appelle ça une identification avant crémation. Et dans ce temps-là, ça peut durer 20 minutes, une demi-heure, 15-20 minutes. Puis, on s'est rendu compte, nous, ici, qu'à 100 des fois, ces identifications-là, les gens repartent d'ici sereins. Parce qu'ils ont vu le défunt dans une position plus présentable qu'à l'hôpital, où il n'y avait probablement pas ses dentiers, où la personne avait peut-être la barbe longue, les cheveux un petit peu hirsutes. On sait comment c'est quand on a quelqu'un de malade. Alors ça, c'est le but de la thanatopraxie et des soins qu'on peut apporter ici à l'intérieur. Et ça se passe surtout avant la crémation, j'imagine. Oui, la présentation avant crémation avec soins minimum, là, ça se fait juste avant crémation. Mais il y a un laps de temps assez court. La personne n'étant pas embaumée avec les injections comme telles, on ne peut pas dire on va faire une présentation dans 3-4 jours. Ça doit se faire assez rapidement après le décès. Et puis, pour l'embaumement, bien là, ça peut retarder un peu. Mais si on revient à l'embaumement complet, là, dont on parlait au début, et que la famille se présente, surtout les proches qui voient la différence, qui peuvent ressentir la consolation, justement, la sérénité. Alors, comment ça se passe, là, votre travail, je dirais, un peu plus technique, en autant qu'on peut en parler? Bien, en partant, là, Claude, c'est que, bon, je te disais tantôt, la personne à l'hôpital, vers la fin de la maladie, n'avait probablement pas ses dents dans la bouche, les dentiers, les prothèses dentaires. Alors ça, c'est déjà un gros plus. On leur remet les prothèses, on fixe, on a des façons de fixer la bouche fermée. On a aussi des façons d'amener quelquefois un petit rictus au défunt. Oui, ça, c'est tu as probablement déjà vu ça. Ça, c'est des techniques qu'on a développées ici avec le temps, puis que j'ai appris de mon beau-père dans le temps, que Louis-Simon continue à poursuivre. Un petit rictus, une petite façon, puis les gens arrivent dans le salon et disent « Bon, on dirait qu'il a envie de rire de nous autres. » Tout de suite, il y a une pression qui descend dans le salon funéraire. Les gens disent « Ah bien, il rit de nous autres, regarde ça, il est heureux, il est bien, il ne souffre plus. » C'est toujours ces mots-là qui reviennent. Qu'est-ce que tu appelles un petit rictus, toi? C'est pas un sourire, mais juste la petite lèvre un petit peu surélevée, là, comme s'il y avait un petit envie de rire de nous autres un peu, le défunt. C'est important. C'est des techniques qu'on a développées avec le temps, que M. Thériault utilisait, puis que nous autres, on utilise encore. J'observe qu'ici, vous avez un instrument. Oui.
qu'on peut voir parfois dans les centres d'accueil, peut-être pas aussi dans cette façon-là, mais ici, il ressemble. Comment tu appelles ça? Une fois la personne arrive ici, là, concrètement, Ouais. dans le laboratoire, comment ça se passe? Bien, en fait, le défunt va être couché sur une table comme celle-ci, une ou l'autre. Ça, c'est un bloc de tête qu'on appelle. Oui. La tête va être surélevée un petit C'est peu. ça. Et puis souvent, assez souvent, c'est des gens qui sont encore un peu pesants. On utilise le lève-patient que là. On l'appelle la même chose que Oui. ça s'appelle dans un Centre d'accueil, dans un centre l'hôpital. d'accueil ou à l'hôpital. C'est exactement le même produit, mais il a été adapté à nos besoins, avec les grandes courroies blanches que vous voyez là. Et puis les anneaux, là, ça, c'est l'adaptation pour nos besoins. Alors, le défunt étant déposé sur la table d'embaumement, alors c'est là que commence le façonnement du visage. Oui. Peu après, on doit faire des incisions, on doit retirer, soulever, on appelle ça soulever un vaisseau, artère et carotide. Carotide et veine jugulaire. Dans quel bout du corps? C'est vis-à-vis de la clavicule. Ah oui? C'est vraiment vis-à-vis de la clavicule. Oui. C'est toujours comme ça. C'est pas... ça n'a jamais changé. Ça les techniques de préservation, ça a toujours été ça, Claude. L'invention de l'embaumement, à ma connaissance, à moi, date d'à peu près fin des années 1800, début des années 1900. Avec injection de produits. Oui. Ça se faisait pas partout. Oui. Ça se faisait dans des grands centres puis Oui. tout ça. Mais ça s'est toujours fait de cette façon-là parce que c'est la façon la plus adéquate de réussir à préserver le défunt au complet. Parce que le but premier étant de le présenter de façon correcte Oui. et de façon reposée dans son cercueil. Et le but deuxième, c'est qu'il soit conservé, qu'il n'y ait aucune odeur, qu'il n'y ait aucun écoulement, et puis que le défunt puisse se conserver plusieurs jours. Autrefois, on exposait 3 jours d'affilée. Oui. Dans les premiers temps de l'embaumement, il exposait 3 jours, jour et nuit. Oui. Les façons de faire ont changé. Maintenant, on va parler plus que exposer un soir, funérailles le lendemain quand il s'agit d'un cercueil, ou quand il s'agit de cendres, ça peut être ça aussi, une soirée, funérailles le lendemain. Ou quelquefois, on va voir exposer le matin, funérailles l'après-midi, même s'il s'agit d'un corps avec un cercueil. Alors, les soins apportés, c'est ça. Il doit y avoir toilette du défunt au complet, rasage, comme je t'ai dit tantôt, façonner la bouche, faire les injections pour que tous les membres soient irrigués. Ça veut dire que quand tu dis injection, ça veut dire qu'il faut que le sang sorte, j'imagine, à ce moment-là? Oui, évidemment, là, mais la mécanique, c'est que nos fluides, nos produits de conservation vont entrer par l'artère, puis ils vont pousser sur le sang, qui va, lui, il n'y a pas de place pour les deux, là, dans le corps humain. Il n'y a pas de place pour les deux. Donc, nos produits de conservation vont forcer le sang à quitter le corps et ils vont le remplacer. Puis c'est des produits à base de formaldéhyde. Ces produits-là qui vont faire en sorte que le corps va se conserver plusieurs jours. Et le sang va s'écouler par... Le sang va s'écouler dans les dallos qui sont là et vers les égouts à l'autre bout. Et là, je pense que tu t'as montré hier, tout à l'heure, c'est-à-dire des produits, des différents produits. Ça, c'est quelques-uns des produits qu'on utilise. Évidemment, il y en a beaucoup plus que ça. Là, j'en ai en entrepôt. Mais c'est la plupart des produits qui sont utilisés. Actuellement, les produits sont presque tous à base de formaldéhyde ou de méthanol. Et qu'est-ce que c'est, ce formaldéhyde, méthanol? C'est à base de quoi? C'est des alcools forts, c'est des produits qui sont conçus pour conserver les chairs. C'est vraiment très, très fort. C'est très puissant, puis ça empêche la putréfaction des tissus. Et puis tout à l'heure, tu montrais quelque chose qui est fascinant. Ici, vous avez un appareil, hein? On a un écran. Un écran, et vous faites apparaître les photos des personnes. D'autres, on sait que quand on va au salon, on revient avec une petite image. Hein? La photo d'une personne, et je portais à penser à un peintre. C'est comme un artiste. Il y a quelque chose d'un artiste dans votre travail. Hein? C'est ça. Vous regardez la photo, dans le fond, l'image, le prototype que vous avez à réaliser dans la réalité. Et on travaille à le recopier. C'est tout simplement ça. Comme je te disais tantôt, les traits amaigris, émaciés parfois, quand on a notre photo sur un grand écran, je suis quand même assez loin de l'écran, mais la photo est en gros plan. Fait que moi, je peux travailler, ça va très, très bien. Je sais de quel côté la personne se peignait, il y a bien des choses. De quelle façon elle taillait sa moustache. Les détails sont infinis. Mais c'est merveilleux. Depuis combien de temps vous travaillez comme ça? Avec ça, comme ça, là, le laboratoire ici, il date de 2010, tel quel.
Le laboratoire précédent qu'on avait, il était plus petit, avec une table d'embaumement, il y avait qu'un poste de travail, mais il était devenu trop petit, désuet. Le frigidaire était pas, le frigidaire pour conserver les défunts était trop petit. Alors, on a dû, en 2010, faire vraiment là, se réorganiser. Parce que dans le fond, vous avez un grand territoire. Au-delà de 20 paroisses, un peu plus que 20 paroisses. Alors, il faut être capable de répondre à la demande parce que tous les embaumements des salons thériaux ici se font à Saint-Félix-de-Valois au siège social. Oui. Parce que ça ne serait pas pensable d'installer des laboratoires comme ça dans plusieurs endroits. Ça serait à peu près impensable, puis il faudrait courir tout le temps. Alors, tout se fait à partir d'ici. Oui. Et puis, tu me montrais aussi les différentes... Dans le fond, vous êtes à la fois comme un artiste, mais au lieu des pinceaux, vous avez des instruments, là, des ciseaux ou différentes façons de faire. En vérité, l'embaumement, il n'y a rien qui a été inventé. En vérité, c'est des instruments chirurgicaux. Ce sont tous des instruments chirurgicaux qui sont adaptés à l'embaumement. On utilise des choses qui existaient. Il y a peut-être 2 ou 3 instruments qui ont été un peu inventés pour nous, là. Mais si vous allez dans un hôpital, dans une salle d'opération, vous allez rencontrer la plupart de ces instruments-là. C'est pour ça que je regardais ici dans la salle, André, il y a la description du corps humain. Oui, tout à fait. Avec tous les vaisseaux, les viscères et ainsi de suite. Oui, ça, ces grands posters-là, là, on a ça depuis plusieurs années, là, avec les vaisseaux. Partout où les vaisseaux passent dans le corps humain, ils sont bien indiqués, mais avec l'habitude puis avec l'expérience, nous autres, on n'a plus besoin de regarder si le tableau, on y va. Mais ceux qui suivent des cours de tadatologie, ça peut être très utile. Ça doit être certainement... Mais c'est ces tableaux-là aussi qu'ils utilisent au Collège de Rosemont où le cours de thanatopraxie se donne. Et si on regarde maintenant les autres instruments qu'il y a dans la salle, qui me semblent ultra modernes, vous avez cet instrument-là aussi. Qu'est-ce que c'est? Bon, ça, c'est ni plus ni moins que la pompe à embaumement. Il y a une tubulure qui s'installe ici. Tout le temps des injections. Ah oui? C'est cette machine-là qui va fonctionner. C'est qui fait pousser. C'est ça, voilà. Alors, on a les différents produits. C'est à nous de choisir les produits. Les produits, vous les mettez? Non, à l'intérieur, ici. Et puis, ça, ici, c'est un manomètre qui va nous donner les pressions. Et puis, ici, on a un autre manomètre qui nous donne le débit. On peut choisir la pression. Ça devient très technique, là, mais on peut choisir les pressions et le débit d'entrée des liquides dans le corps. Et on va remplacer tout simplement la quantité de sang par une quantité de formaldéhyde. Parfait. Et quand ça, c'est fini, est-ce qu'on est déjà rendu à l'habillement du défunt? On est rendu à... Ou est-ce qu'il y a une autre étape? Faire la couture des incisions. Ah oui. Suturer les incisions. Mais les incisions, il y a des incisions ici pour entrer. Est-ce que ça sort de l'autre côté? La même place. Même place parce que partout dans le corps humain où il y a une artère qui passe, il y a une veine qui passe à côté. Ils sont toujours voisins. Alors, l'injection se fait là et le drainage se fait au même endroit. Alors, la suture des incisions, après ça, le lavage des cheveux. S'il y a une teinture à donner pour une dame, on procède à la teinture. Et une dernière toilette. Et après ça, on choisit les habits avec la famille qu'ils ont choisi et on va habiller le défunt d'un bout à l'autre. Assez souvent, on dit apportez-nous tous ces vêtements à l'exception de ses souliers. Oui. Il y a les prêtres auxquels on met les souliers parce que les prêtres, on les expose dans un cercueil ouvert au complet. Mais en fait, on ne refusera pas les souliers si monsieur tout le monde m'amène une paire de souliers. S'il dit j'aimerais ça que tu lui mettes ses souliers, on lui met, c'est tout simplement ça. Voilà. Bon. Alors, une fois que donc l'habillement se fait ici. Hein? Tout à fait, sur la même table d'embaumement. Et il y a toujours le lève-patient. Après ça, on va amener le cercueil ici, juste à côté. Ici. Et puis là, on va tout simplement lever le patient lentement avec le lève-patient. Et il va suivre sur la traque qu'il y a là, puis on va le redéposer dans son cercueil. Prêt à être acheminé dans un des salons funéraires où il sera exposé. Bien, je pense qu'on a vu, tu nous as bien renseigné. Hein? J'essaie de répondre du mieux que je peux, Claude. C'est parce que le titre de l'émission porte « La mort, réalité et mystère ». Ça, c'est une partie du mystère dont on peut répondre. Oui, parce que... C'est le mystère de la réalité humaine. Oui, parce qu'en vérité, il n'y a pas de secret. Les gens sont bien conscients qu'on a des pratiques à faire pour être capable de conserver un défunt. C'est ça. Alors, c'est ce que je t'ai expliqué. Mais je te remercie beaucoup de nous l'avoir montré.